Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Panier, le premier podcast e-commerce en France que j'enregistre maintenant depuis plus de 6 ans, dans lequel je reçois des commerçants, des e-commerçants, des retailers qui viennent me raconter leurs bonnes pratiques, leurs recettes gagnantes pour vendre mieux et plus en ligne. Je suis Laurent Crête, je suis le cofondateur de Cosa, cabinet de conseil en strat digital qui aide les marques à bien se raconter pour mieux vendre. Et chez Cosa, il y a quelques semaines, on a fait un apéro sur la verticale e-com et food, et j'ai rencontré l'un de nos clients. Alors c'est pas moi qui le gère en direct, c'est mes collaborateurs et collaboratrices. Et ce client, c'est Poiscaille. Poiscaille, que je connaissais évidemment, mais je ne connaissais pas son fondateur, Charles Guiriec. J'ai bien dit, ouais. Exactement. Qui est avec moi aujourd'hui. Salut Charles, ça va? Salut Laurent, j'espère que tu as la pêche. Écoute, hey. Alors, souvent de ma besace. Je vous invite à aller voir les. Alors évidemment, Poiscaille, la pêche, vous l'avez compris, mais Poiscaille, c'est des paniers de poissons direct, pêcheurs, frais, durables, éthiques. Exactement. Il y a plein de choses qu'on va voir. C'est une boîte que tu as fondée il y a une douzaine d'années, je dis une bêtise. Les premiers paniers étaient livrés en 2012, c'est ça, donc on est à 14 ans déjà, 13 ans, pardon. Mais création de la société, décembre 2014. Décembre 2014. Il y a eu de la piraterie avant de devenir des corsaires. C'est ça, parce que Charles, ici présent, qui est ingénieur agronome, ingénieur à Lieut. Exactement. C'est ça. Ingénieur agro spécialisé dans la pêche, on va dire. Spécialisé dans la pêche. Fan de pêche. A bossé une carrière costard, et puis un jour il a troqué le costard pour le cirer, mais avant de le troquer définitivement, il le troquait le soir uniquement pour aller vendre les poissons au cul du camion littéralement. Mais tu vas me raconter tout ça. Il y a plusieurs sujets qu'on va voir, il y a plein de sujets qu'on va voir dans cet épisode, mais il y en a 3 que j'ai notés lors de la préparation et qui vont être intéressants. La logistique, comment est-ce qu'on envoie du poisson frais depuis des ports de pêche et des marins pêcheurs jusqu'à 1900, bientôt 1900 points de retrait partout en France. Ça doit être un enfer, ou peut-être pas, mais tu vas m'expliquer. Ça l'a été. On va parler de relations presse et relations publiques, puisque ça fait partie des gros leviers d'acquisition de nouveaux clients. Et tu vas en parler, parce que tu as quelques tips à donner. On va parler de difficultés, parce que monter une boîte, vous le savez si vous l'êtes, si vous vous apprêtez à vous lancer, sachez-le, c'est pas un long fleuve tranquille. Il peut y avoir des difficultés financières, vous en avez connu, avec un plan de sauvetage, c'est comme ça que tu me l'as dit tout à l'heure, qui a bien marché. Vous êtes passé en quelques mois de 19 000 à 27 000 abonnés, c'est quand même pas mal. Tu nous diras tout ça. Quelques chiffres juste pour dresser le tableau. 1,5 million de MRR, vous clôturez 2024 à 13 millions d'euros, vous devriez faire entre 16 et 17 cette année. Et 27 000, quand on parle de 27 000 abonnés, c'est abonnés payants à nos paniers. Abonnés payants à pas vos de mélange paniers. Avec les réseaux, les abonnés sur les réseaux. Oui, pardon, 27 000 abonnés payants à vos réseaux. À vos paniers. Bref. C'était une très longue intro. Bienvenue. Merci pour l'accueil. Au frais en plus. Ah oui, au frais. Alors on enregistre le 1er juillet. Je ne sais pas quand ça sort, mais on enregistre le 1er juillet. Il fait 38 ou 39 à Paris. C'est un délice. Un petit disclaimer avant de commencer. Je ne mange pas, je mange un qui sort de l'eau. Je disais ça à Charles tout à l'heure. Donc je risque de poser. J'étais allergique quand j'étais gamin et je me suis jamais fait tester, mais il faudrait que je le fasse. Tu vas peut-être y remettre avec Poiscaille. Donc je risque de poser des questions, chers auditrices, chers auditeurs candides. Veuillez m'en excuser par avance. J'aimerais bien que tu me racontes un peu comment tu es arrivé à lancer Poiscaille, et à ce moment-là, on parlera du marché, de comment est-ce qu'on achète du poisson en France. Ingénieur agronome? Ouais, surtout fan de pêche à la ligne depuis tout petit. Alors même, je chassais les crevettes en couche-culotte sur les plages de Royan chez ma grand-mère à l'époque. Donc je faisais des études de bio, ingénieur agro. Je me retrouve à pouvoir me spécialiser dans la pêche, notamment cette école de Rennes qui est un peu la ref dans les ingénieurs agro à Lieut. Et c'est une filière, la pêche, qui est toute petite. À Lieut, H-A-L-I-E-U-T-E, c'est un mot que je découvre, donc voilà. La lieutique, la science de la gestion et l'exploitation des ressources aquatiques. Et contrairement à l'agriculture, tu vois, l'agriculture, c'est 400 000 exploitations agricoles, quasiment 1 million de personnes qui travaillent dedans. Donc toute une organisation, les coopératives, le financement, la technique qui recrute des ingénieurs. À la pêche, on a 4500 navires de pêche en métropole. C'est 15 000 marins pêcheurs. On parle d'un petit rafio. Il y a de tout, ouais, jusqu'à 150 mètres pour le plus gros, mais la majorité de la flotte française, elle fait moins de 12 mètres. Donc c'est plutôt de la petite pêche, on appelle ça. Mais la majorité des volumes sont assurés plutôt par des gros navires qui font plus de 15 mètres. Et en France, on importe 80% de ce qu'on consomme en produits de la mer.
En France, on importe 80% de ce qu'on consomme en produits de la mer, sachant qu'on est, je veux pas dire de bêtises, mais l'un des pays d'Europe, peut-être du monde, qui a la plus grande surface maritime. Ouais, si tu inclus la Polynésie, il y a quand même une sacrée surface qui fait presque l'Europe en maritime. Okay. Et pardon, 80% c'est sur le poisson. Au global, on est à 70% parce qu'on est plutôt des bons producteurs de coquillages, notamment sur les huîtres. Oui, mais on importe quand même 70% de ce qu'on mange. De ce qu'on mange en produits de la mer. En produits de la mer. Incroyable. Ouais. Et donc, la filière pêche est une petite filière en fait en France, donc elle recrute pas des masses. Donc, quand tu es ingénieur à Lyotte, c'est pas toujours facile de trouver un boulot. Et il y a un boulot, moi, que je fais en cherchant les opportunités, c'est observateur des pêches. Donc, j'embarque sur les bateaux de pêche. Au début, je suis là pour compter les dauphins, soit autour du bateau la majeure partie du temps. Donc, je suis à la proue du bateau et je fais comme Leonardo DiCaprio et je regarde l'horizon pour voir s'il y a des dauphins. Et puis, s'il y a des captures, je suis là normalement pour prendre des échantillons sur la capture de dauphins. Mais tu vois, en 12 mois, moi, j'en ai une. Donc, tu vois, j'ai pas beaucoup fait de travail sur les dauphins. Par contre, j'ai mesuré des poissons. Attends, mais dans quel cadre tu es observateur de pêche ? C'est en gros l'État qui, sous règlement européen, mandate des cabinets d'études qui organisent ça, quoi. Ok. Donc, en gros, l'obligation européenne, c'est de mesurer l'impact sur les cétacés et de le limiter. Donc, tu as peut-être entendu parler des histoires de fermeture de la pêche à cause des captures de dauphins. Donc, c'était tous l'origine de ça il y a déjà 12 ans, même plus. Et donc, pour que ça se passe bien, moi, en fait, ce qui est normalement pas autorisé à faire, mais je file un coup de main au matelot, quoi, tu vois, parce que sinon, en fait, tu t'ennuies. Surtout quand il fait tempête, tu peux pas te mettre dehors à regarder. Donc voilà. Donc, je vis avec les équipages, je comprends ce qui se passe. Je vois aussi bien des gros bateaux que des plus petits bateaux. Et surtout, j'en croise quelques-uns sur le bassin d'Arcachon qui pêchent, qui vendent leurs poissons en direct, qui vendent mieux et plus cher. Mais même pas à la criée ou à la criée Non, juste, à la cabane. Tu vois, genre, tu vas au bord de l'eau le soir, il y a une cabane avec des ostréiculteurs, des pêcheurs, puis tu peux acheter le poisson. Et là, ils vendent le poisson bien plus cher, quoi, entre 5 et 10 euros de plus au kilo. Alors oui, c'est ce qu'ils vendraient à des centrales d'achat à la criée, à la vente aux enchères. Ouais. Et je constate que dès qu'il fait un peu mauvais, il préfère s'arrêter et partir avec son fils s'entraîner au ski, parce que son fils est un champion de ski. Le mec est originaire des Pyrénées, tu vois. Il part... Ski, pas nautique, ski. Non, ski de neige. Ils partent dans les Pyrénées, ils font l'aller-retour dans la journée. Et voilà. Et donc, tu vois, de se dire, OK, en fait, le prix payé au pêcheur a un impact parce que pendant que lui, il se repose, on va dire, ou il repose les océans, les autres pêcheurs continuent à aller en mer, continuent à pêcher, continuent à prélever des poissons. Et dans des conditions, moi, j'embarque à ce moment-là avec eux, beaucoup plus dures, quoi. Mauvais temps, du vent, et tu sens vraiment physiquement qu'à la fin de la journée, c'est pas la même journée que tu as vécue. Avec derrière un effet qui est que le prix à la criée, tu ne le maîtrises pas. Donc, ton prix de vente, tu ne le maîtrises pas quand tu vends aux enchères. Et il y a vraiment des variations de 1 à 4 ou voire de 1 à 10 parfois, quoi. Donc, il faut se mettre à la place des marins pêcheurs. Ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont pêcher, c'est la météo qui décide. Donc, quand est-ce qu'ils vont produire. C'est une entreprise qui ne maîtrise pas trop la nature de ses produits. Donc, un jour, tu vas attraper un poisson, un jour un autre, un jour un petit, un jour un gros. Et tu ne maîtrises pas le prix de vente. Donc, un jour, ça peut être 1, le lendemain 10, le jour d'après 4, etc., quoi. Imagine, toi, ton salaire, tu vois, ton employeur, demain matin, il dit « Ah ben non, en fait, demain, tu vas être payé 4 fois moins. » Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, quoi, tu vois. Donc, tu vois, cette conviction-là que en payant les pêcheurs plus cher, on va les aider à pêcher moins. Parce que sinon, la stratégie qu'ils ont eu historiquement, c'est de pêcher beaucoup. Tu vends mal, tu payes les frais. Tu vends bien, tu mets de côté pour plus tard ou t'acheter un nouveau bateau, etc. Donc ça, je fais ça pendant 1 an et je monte après travailler au ministère à Paris. Et là, au ministère de la Pêche, je m'occupe des sujets... Juste pendant 1 an, observateur de pêche, hein, ouais, c'est ça ? c'est ça. Okay. Et après, au ministère de la Pêche, là, j'y reste 7 ans. Et je découvre, quand j'arrive à Paris, les systèmes d'AMAP, panier de légumes. Il y avait la ruche qui dit oui, qui était en train de démarrer, etc. Donc, tous ces systèmes de vente direct producteur, etc., dans lesquels je deviens soit consommateur, soit membre des assos, des organisations, etc. Et puis, je leur parle tous de poissons et tous, ils me disent « Bah ouais, trop bien, on aimerait bien en avoir, mais impossible de faire venir du poisson. » Tu vois, on commence à essayer d'appeler des pêcheurs et tout. Je me rappelle, on avait envoyé par Chronofresh, les tout premiers Chronofresh, les Chronopost réfrigérés du poisson, mais ça arrive, c'est un peu limite. Faut être là pour réceptionner, enfin, plein de contraintes. Et tu vois, à force d'en parler, au bout d'un moment, je me dis, bon, bah, je me mets un coup de pied aux fesses, je m'achète une camionnette sur le Bon Coin et je démarre, quoi. Et je vais acheter du poisson et le revendre au cul du camion et puis on va voir ce que ça donne, quoi.
J'adore. Avant ça, il y a des poissonneries à Paris. Ou dans les villes de province, ou dans les villes côtières. Dans les villes côtières, évidemment, mais... Oui, mais moi, tu vois, à cette époque, justement, je rentre... Enfin, je pars souvent de Paris en Bretagne pour aller à la pêche. Avec mes potes, on va pêcher le bar à la ligne le week-end, quoi, tu vois. Et je covoiture avec des gens, tu vois. Donc, à l'époque, c'était covoiturage.fr, c'était pas encore Blablacar. Et tous, ils me racontent la même chose, quoi. Genre, je suis un Breton exilé à Paris, on va dire. Et quand je rentre, enfin, je mange pas de poisson à Paris. J'en mange que chez mes parents, mes beaux-parents, quand on y rentre les week-ends. Parce que l'autre jour, j'ai acheté un dos de cabillaud, ça m'a coûté un bras. Je l'ai mis dans la poêle chez moi, ça a daubé dans l'appart pendant 2 jours. Et donc, je suis un peu traumatisé de ça, quoi. Le poisson, ça sent pas? Le poisson frais, ça sent pas. Pardon, question. Non, le poisson frais, Première question candide. Tu vois, moi, je fais cuire des sardines en plein hiver dans mon four. Quand elles sont fraîches, elles sentent pas. Donc, un poisson qui sent, c'est pas bon signe, déjà. Et moi aussi, je rentre avec mes poissons. Tu vois, je garde un poisson de temps en temps que je rapporte. Et entre ce que je vois qui sort de l'eau quand moi je pêche et ce que je vois sur les étals quand je vais faire mes courses chez les poissonniers, il y a un vrai écart, quoi. C'est moins beau. Tu vois, c'est pas au même niveau. Donc, je me dis, il y a un truc qui manque. Et quand je commence à parler du poisson dans ces systèmes-là, ils me disent, bah ouais, le poisson, c'est dur à trouver, c'est cher. Quand on y va, on achète un premier truc, puis un deuxième, puis un troisième, ça coûte 80 €. Puis en fait, on oublie de manger les bulots, on les ouvre le lendemain, ils sentent pas bon. Donc, globalement, je constate un truc où je sens que les gens sont un peu freinés. Et tu vois, je fais un premier test. Un jour, je pars avec mon break, je rencontre Charles Brenne, qui est devenu mon associé plus tard, qui était marin-pêcheur de Coquille Saint-Jacques. Et je lui dis, écoute, je reviens dans 15 jours, on teste, on va faire un truc sur Facebook et on va faire une précommande de Coquille Saint-Jacques. C'était en 2012, hein, donc à l'époque, les gens, quand il y avait des événements Déjà, il y avait Facebook. Il y avait Facebook, il n'y avait pas encore Insta. Mais surtout, quand les gens faisaient des événements sur Facebook, les gens répondaient, et quand ils répondaient, ils venaient pour de vrai, quoi. Donc, je fais un événement, genre vente de Coquille Saint-Jacques dans ma coloc au bout de Chaumont dans 2 semaines. Mettez en commentaire les quantités que vous voulez, quoi. Et donc, les premières commandes arrivent, et je me retrouve quand même à rapporter de la Bretagne 80 kilos de Coquille Saint-Jacques que je mets dans mon break. Donc avec les covoitureurs aussi qui commencent à dire mais c'est quoi ce bordel, mais qui disent bah, allez on y va, et que je distribue dans mon appart. Les gens passent le mardi soir suivant dans l'appart, tout le monde hyper content, etc., quoi, tu vois. Donc ça fait un peu tilt. L'année d'après, à Noël, j'organise mieux les trucs, et décembre 2013 je livre 450 kilos de Coquille Saint-Jacques de plongée à Paris, en ayant fait des précommandes pendant 1 mois, tu vois. Donc tu vois, enfin, Coquille Saint-Jacques de plongée. Ouais, pêcher à la main. Ok. Ça, tu vois, c'est dans les valeurs de Poiscaille. On travaille que de la petite pêche et que des techniques dites douces. Donc, tu vois, la majeure partie du poisson en France et même, je pense, dans le monde est pêché au chalut. Donc, c'est un engin de pêche que tu tires derrière le bateau. Ou à la drague pour les coquillages. Pareil, un truc que tu tires derrière le bateau. Mais ça a des impacts assez forts sur les fonds marins parce que souvent, c'est en contact avec le fond. Et même s'il n'y a pas d'impact sur le fond pour certains types de chaluts, ça sélectionne mal les prises. C'est-à-dire qu'une fois que ton chalut est plein, ou les mailles qui vont se resserrer, tu vas attraper plein d'espèces. Donc quand tu pêches au chalut, tu as pas mal de rejets. Et c'est un problème parce qu'à l'échelle mondiale, ça peut générer jusqu'à 30-40% de ce qu'on attrape, on le jette. Jusqu'à un tiers, ouais. 40% de ce qu'on attrape, on le rejette. Ouais. Jusqu'à, ok. À l'échelle mondiale, tu vois. Ouais, tu as des cas où tu as des pêches très propres au chalut, mais il y a des pêches dégueulasses au chalut qui rejettent 90% de ce qu'ils attrapent parce qu'ils cherchent une toute petite partie de la capture. Donc globalement, le chalut est plutôt pas très bon au niveau environnemental. Décembre 2023, gros carton, tu vends combien? 80 kilos? Non, tu m'as dit 450 kilos. 2013. 2013, pardon, 450 kilos de Coquille Saint-Jacques. 450 kilos de Coquille Saint-Jacques. Et donc, je me dis, bon, bah, il y a un truc à faire. Et donc, janvier 2014, Le Bon Coin, je vais à Vichy chercher une camionnette à 3 000 € en me disant, bon, bah, au moins, tu t'achètes un truc, ça va te forcer un peu, tu sais, comme tu veux jouer de la guitare. Tu dis, je m'achète une super belle guitare, comme ça, je vais me forcer à en jouer. Là, je me dis, bon, bah, je mets 3000 balles dans mon camion et je démarre, quoi. Je reviens sur les poissonneries, il y en a un peu partout en France, mais c'est pas le même poisson que tu trouves quand t'es en Bretagne que celui que tu trouves à la poissonnerie, pardon. Boucherie, d'ailleurs, c'est bien de le dire, tu me disais en préparant qu'il y a 4 fois moins de poissonneries qu'il y a de boucheries. En fait, les poissonneries, il n'y en a pas beaucoup en France. Tu vois, même si tu prends, disons, un truc parisien, tu vas à une station de métro, il y a une boulangerie, voire 2,
et même parfois plus. Ouais, il y a 7 pharmacies. Il y a un primeur souvent, tu vois, ou une supérette qui fait un peu de fruits et légumes. Maintenant, tu as un caviste, souvent engagé, machin, etc. Mais poissonnerie, c'est rare. Tu vois, c'est plus anecdotique, c'est plus sur les marchés. Donc, tu en as sur les marchés. Au bord de la mer, c'est un peu mieux doté, mais je pense que pour moi, dès que tu es à plus de 100 km des côtes, hors gros pôle urbain, tu as peu de poissonnerie, hors GMS. Et il y a un phénomène qui n'était pas le cas à l'époque où j'ai créé Poiscaille, mais qui est aujourd'hui le cas, c'est que la GMS est en train de fermer ses rayons marais. C'est-à-dire qu'avant, dans la GMS, le rayon marée, donc un étal de poissons animé, avec du poisson frais, etc., des offres spéciales et tout, a toujours été un rayon déficitaire. Donc la GMS perd de l'argent sur cette activité-là, mais te fait venir et donc te vend d'autres produits à côté. Mais aujourd'hui, je pense que soit le rayon est trop déficitaire, soit il y a un défaut de formation et de connaissance des produits. Au final, le rayon GMS, poissonnerie en GMS, est en train de devenir un rayon libre-service. C'est-à-dire que tu as des poissons en barquette, un peu comme tu peux avoir sur d'autres produits, mais carrément, autant souvent la boucherie, la fromagerie sont maintenues. Là, le poisson est souvent sacrifié. Donc, en fait, il y a une vraie pénurie de poissons avec une tendance stable de la consommation. Tu vois, c'est 35 kilos par habitant et par an en France. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a une demande qui est quand même toujours là, parce que, tu vois, il y a un peu une baisse de consommation sur la viande. Donc, le poisson peut être un produit de substitution intéressant. Mais je pense qu'il y a un vrai défaut d'offres et d'offres qualitatives. Alors, j'imagine bien, assez bien les circuits d'appro pour les GMS, mais là, poissonnerie indépendante de la rue de Lévis, à côté de nos bureaux, pardon. Elle, c'est quoi ces circuits? Alors, soit elle va à Rungis de temps en temps. Les plus tradis, on va dire, passent à Rungis chaque semaine. Mais en général, ils ont des grossistes qui vont leur livrer, qui eux peuvent être basés à Rungis et qui eux s'approvisionnent un marailleur. Donc le marailleur, c'est le grossiste de la côte, on va dire. C'est lui qui va aux enchères à la criée, acheter des gros volumes, préparer des caisses un peu standardisées, genre 3 kilos de merlan, taille 300 à 500 grammes. Tu vois, il va en faire 25 caisses, puis il va te vendre des caisses de 3 kilos de merlan. Donc toi, ça t'évite d'avoir à faire tout ce travail de tri, etc. quand tu es poissonnier. Je pense que la majeure partie, c'est ça, ils passent par des grossistes. Et certains passent en direct pêcheur. Et donc vont soit eux-mêmes acheter... Certains de Rungis même des poissonniers. Okay. Soit ont des pêcheurs qui peuvent leur livrer parce qu'ils font une tournée à Paris, etc. Soit même vont carrément aller acheter aux enchères et s'enregistrer. Ce qui est compliqué parce que quand tu veux acheter aux enchères à la criée, il faut que tu déposes des cautions qui sont souvent assez élevées. Et donc quand tu es un petit commerçant, on va dire, où tu n'as qu'un seul commerce, tu peux pas assumer de déposer, je sais pas, 300 000 € pour être présent sur toutes les criées de France. Donc, tu vas peut-être choisir une ou deux criées. Tu vas dire, je vais mettre, je sais pas moi, à Arcachon ou au Croisic ou j'en sais rien quoi. Mais s'il y a tempête à cet endroit-là, que t'as pas un appro très intéressant, bah, t'as pas grand-chose. Donc, plus des intermédiaires, ce sujet de choix et surtout un prix qui est compressé pour le pêcheur tout au bout, tout au début de la chaîne. C'est ça, c'est que nous souvent, moi c'est toujours l'écho que j'ai eu des pêcheurs quand j'étais sur les bateaux et puis quand j'ai continué à échanger avec eux. On a l'impression qu'on est sous-payé par rapport au prix que paye le consommateur. C'est toujours ça dans une chaîne un peu de plusieurs intermédiaires. Et puis moi, à l'autre bout de la chaîne, ce que j'ai constaté, c'est que l'information, elle suit pas assez bien. C'est qu'il y a des moments, l'origine du produit, est-ce qu'il a été pêché à la bonne technique de pêche, etc. C'est normalement obligatoire d'être indiqué. Mais je vois beaucoup d'incohérences. Donc, est-ce que c'est volontaire ou involontaire, j'en sais rien. Mais même dans des super restos étoilés, etc., on m'a dit des choses complètement fausses. Tu vois, comme si je te disais, ah bah tiens, là, je te fais des citrons. Alors, mon citron, là, super, il vient de Lille, tu vois. Si on te dit ça, tu vas dire, ah bah non, qu'est-ce que tu racontes? Sur les produits de la mer, moi, voilà, un citron, ça vient de Metz, tout le monde le sait. C'est bien. Mais tu vois, je sais pas, on m'a dit, ah bah ouais, les bulots, ils viennent de Saint-Guénolé. Bon, tu vois, personne moufte à la table. Et moi, je dis, mais attendez, personne pêche le bulot à Saint-Guénolé. Donc, en fait, ils viennent pas de Saint-Guénolé. Le fournisseur est à Saint-Guénolé. Mais les bulots ne viennent pas de Saint-Guénolé, tu vois. Voilà. Donc, tu t'achètes une petite camionnette à Vichy à 3 000 €. Exactement. Pour te forcer à y aller et tu y vas. Tu vas où? Et je démarre par faire des ventes
avec des potes qui avaient monté un bar, des potes de potes qui avaient monté un bar dans le 10e arrondissement et qui se disaient bah, trop bien, nous on aimerait bien faire des apéros huîtres le week-end. Et ben si tu veux, moi je leur dis bah, moi je vous amène des huîtres, je les ouvre, je vous les vends prix coûtant et en échange vous me laissez brancher mon camion sur votre électricité et puis vendre mes 3 paniers à mes clients. Donc j'avais une première liste de diffusion, je pense avec quelques emails, j'avais dû faire un Mailchimp ou un truc comme ça, ou c'était peut-être encore à la mano, je sais plus. Mais je commence à faire une vente par semaine, une vente par mois, où je dis bon ben voilà, pour la semaine prochaine, vous pouvez commander tel truc. Il y a 3 produits différents, vous pouvez prendre un lieu jaune, des huîtres, des palourdes. Mais tu savais déjà que tu allais avoir un lieu jaune, des huîtres et des palourdes? Je savais parce que j'avais un peu les pêcheurs qui me disaient je devrais pouvoir avoir ça. Alors au début j'ai eu plein d'annulations parce que le pêcheur dit bah non il y a tempête et moi j'avais qu'un seul pêcheur à l'époque donc si ce pêcheur il pêchait pas c'était pas possible. Alors il peut y avoir dans ce sens-là des ruptures, il peut y avoir dans l'autre sens aussi, pas assez. Il peut y avoir pas assez, mais sauf que moi je faisais que de la précommande. Donc je disais aux gens vous payez 30 €, vous aurez un poisson entre 1 et 3 kilos à 10 € le kilo et puis je vous rembourserai la différence par rapport au poids que vous avez eu quoi. Voilà. Donc tout le monde voulait des poissons de 1 kilo, et il y avait la moitié des gens qui avaient des poissons de 3 kilos. Mais c'était comme ça, c'était le début, quoi. Voilà, c'était vraiment le démarrage. Ça démarre comme ça. Je trouve Guillaume, qui est un des premiers clients, qui devient plus tard mon associé, avec qui on accélère un peu ça. On fait un test de panier au mois de novembre 2013 en disant tiens on va voir si les paniers ça peut marcher. On fait au lieu de faire une fois par mois on fait une fois par semaine en disant tiens on teste pour voir si notre réseau il est suffisant parce qu'on a trouvé 2-3 pêcheurs en plus etc. Là c'est que du bouche à oreille jusqu'à présent ou du réseau? Ouais bouche à oreille. On est quand même devant 2-3 bistrots une fois par mois, donc il commençait à avoir, tu vois, les gens qui s'inscrivent, on fait un peu des événements sur WizEvent, on chope 2-3 emails, enfin, donc il y a une petit truc, on a fait des gros événements, je crois, à ce moment-là, où il y avait plus de 300 personnes qui mangeaient des huîtres avec des gens qui organisaient des soirées, etc. Donc, on collecte, voilà, un petit peu de micro-notoriété ou une micro-connaissance de base client, quoi. On teste à l'automne 2013 en se disant, bon, est-ce que notre réseau est bon? Et puis à ce moment-là, c'est validé. Et donc on se dit, bon, on peut engager un développeur pour faire un premier site et un designer pour avoir une première version qui sort à l'été 2015. Alors pardon, je pense que je me plante dans les années. Donc tu as créé la boîte en 2014. Je démarre en 2013, ouais. Ça crée en 2014 et tout 2013-2014, il y a des ventes qui se font comme ça, éphémères et ponctuelles. Mais le premier site 2015. Et le premier site 2015. Juin 2015, le site sort avec ce système d'abonnement, avec la volonté de faire un abonnement plus flexible que ce qu'on avait dans nos paniers de légumes. Moi, j'avais été abonné au panier de légumes où tu t'engages pour 6 mois. Il faut être tous les mercredis de 17h à 18h. Et j'ai voulu faire quelque chose de plus libre et plus flexible. Parfait. Faisons un aparté justement sur les pain points que tu as pu rencontrer avec les paniers. Parce que le panier, c'est quelque chose de vieux comme le monde. Oui. Les paniers par abonnement, en pro, en perso. Qu'est-ce que tu y voyais comme pain points? Qu'est-ce que tu ne voulais pas, du coup, pour ce qui allait devenir Poiscaille? L'engagement obligatoire sur plusieurs mois. Ouais. Le modèle de référence à l'époque, c'est le panier de légumes où un producteur, un maraîcher, il plante des choses et il va avoir la certitude qu'il va avoir un débouché. Moi, je me suis retrouvé à cumuler des paniers d'une semaine sur l'autre, à pas manger mes trucs, à faire une soupe. Mes colocs jetaient la moitié de mes patates et de mes carottes. Donc, je me suis dit, si tu transposes ça au poisson, qui est beaucoup plus périssable, où les gens, moi, à l'époque, on a démarré à Paris, petite surface, petit congélateur, enfin, faut pas cumuler des paniers, il faut avoir la liberté de pouvoir arrêter son abonnement et changer ses dates. Donc ça, c'est vraiment l'abonnement au démarrage, il est comme ça. Il est sans engagement. Et si tu es pas là la semaine prochaine, tu peux me dire, je veux la semaine suivante, je veux pas de panier pendant 1 mois, pas de panier pendant 2 mois. Tu choisis de le recevoir ou tu choisis de ne pas le recevoir? C'est quoi le Par modèle? défaut, on le prévoit. Par défaut, on le prévoit. Mais tu peux, mettre en pause si une toi semaine tu ou fais le une décaler. action, si tu fais pas d'action, on te prévoit. Si tu fais une action, tu peux décaler. Alors à l'époque, c'était tout à la main, mais aujourd'hui, tu vas sur le site, tu dis prochain panier, au lieu d'être à telle date, il est dans une semaine plus tard ou il est même 2 mois plus tard. Possible notamment pour l'été de dire
je suis en vacances, je suis pas là, je décale à plus tard. Possible aussi de changer de lieu de livraison. C'est-à-dire que tu dis, bah, en fait, cette semaine, je le veux en ville, tu vois, je suis à Lyon, mais ce week-end, je vais dans ma famille à Grenoble, hop, je pourrais prendre aussi un panier à Grenoble la semaine prochaine, etc. Donc ça, c'est le démarrage, on avait ça. Et ce qu'on a rajouté en 2017, c'est la possibilité de choisir les paniers. Parce qu'on est passé par une phase où c'était rendez-vous au cul du camion et on vous composera le panier. Donc nous, on prévoyait la quantité qu'il fallait pour remplir ces paniers, avec pas mal d'aléas sur la taille des poissons, plus petits, plus gros, etc. Donc là, je pense que les marges, c'était n'importe quoi, mais on s'en sortait à peu près. Et puis, petit à petit, la base abonnés grossissant, quelques dizaines, quelques centaines d'abonnés, au bout d'un moment, on avait possibilité de composer plein d'options et on choisissait des options qu'on proposait aux clients par mail, par un typeform. Et c'était premier arrivé, premier servi. Mais avec un espèce de dawa à l'époque. Moi, je me rappelle, le vendredi soir, je prenais des cours de danse avec ma copine de l'époque. Tu vois, genre pendant 1 heure, c'était pile au moment du choix du panier. Je rechargeais à 19h05 quand on sortait pour dire « Attends, mince, il n'y a plus de lieu jaune, il n'y a plus de machin » parce qu'il n'y avait pas de quota, etc., de limite. Enfin, donc, ça commençait à devenir un peu infernal. Et donc, le système de choix de panier arrivé en 2017 où là, il y avait possibilité de dire bah voilà, on vous propose les paniers à 19h, premier arrivé, premier servi, et puis il y a un quota, etc. Et aujourd'hui, on se retrouve à pouvoir proposer quasiment 50 options différentes tous les soirs. Donc entre 19h et 22h, on peut choisir le contenu de son panier. Si à 22h, tu n'as pas répondu, on choisit pour toi parce qu'on aura prévu du poisson. Et après, ça part en livraison. Parfait. Rentrons dans le détail parce que c'est hyper intéressant. Tu peux faire ça tous les jours? Non. Je fais ça tous les jours. Je peux pas faire ça le lundi ni le dimanche parce que je peux pas respecter mes critères de fraîcheur. Chez Poiscaille, on s'engage à te livrer en 72 heures max après la pêche à bord du bateau, ce qui est un timing super court par rapport au marché. Et comme souvent, il n'y a pas de transport le samedi, je peux pas avoir, ni le dimanche, je peux pas avoir la pêche du vendredi et du samedi livrée à temps. Et aujourd'hui, chez Poiscaille, on livre du mardi au vendredi en Ile-de-France et du mercredi au samedi en région. On a arrêté de livrer le samedi en Ile-de-France, ce qu'on faisait jusqu'à il y a 18 mois, parce qu'on faisait des petits volumes au final en Ile-de-France, quelques centaines de paniers par samedi. Et en fait, ça a permis d'éviter de mobiliser les équipes pour travailler 3 heures ou 4 heures. C'est beaucoup de travail de nuit, c'est beaucoup de travail très tôt le matin. Donc en fait, on a concentré et on a rabattu sur le jeudi et le vendredi. Je veux bien qu'on fasse du coup la chaîne dans l'ordre. Entre toi qui pars avec ta petite camionnette chercher tes 450 kilos de Saint-Jacques et aujourd'hui, combien de pêcheurs dans le... Aujourd'hui, 250 pêcheuses et pêcheurs qui fournissent des produits à Poiscaille. Alors, c'est pas l'intégralité de leur pêche. Non, ils continuent d'aller, j'imagine, à la criée. Ils vendent à la criée certains jours, direct, ils vendent en direct, etc. Ouais. Quoi. Donc, voilà, mais... Comment tu les as trouvés? Comment tu les as... Les premiers contacts de contact, tu vois, ce Charles Bren, là, qui était marin-pêcheur, qui a filé les premières coquilles, il connaissait des pêcheurs, donc il a filé quelques premiers contacts. En allant au bord de l'eau, en attendant les pêcheurs le soir et en les trouvant sur le quai en disant voilà, je fais ça, est-ce que ça vous intéresse? Pourquoi pas, etc. Parce qu'on avait quand même un argument intéressant, c'est qu'on payait plus cher les pêcheurs. La partie éthique de Poiscaille, c'est assurer une meilleure rémunération pour leur permettre de pêcher moins après. Mais qui fait le packaging et en plus l'inventaire? Ça, c'est nous qui faisons tout le travail. Quoi. Donc les 250 pêcheurs, ils sont répartis dans combien de ports? Ils sont répartis partout en France, de Boulogne-sur-Mer à Bastia. Mais avant, le mec, le pêcheur, il sort de son bahut avec des caisses de poissons. Avec des caisses qu'il met à la criée. Soit il pose à la criée. Là, on a un accord avec la criée, c'est-à-dire que c'est pas vendu aux enchères, mais c'est vendu par un autre système qu'on appelle du gré à gré. Où là, nous, on se met d'accord avec le pêcheur sur le prix de vente final. Donc la criée enregistre cette vente-là et derrière connecte à un transporteur. Soit le pêcheur va lui-même apporter chez un transporteur spécialisé dans la réfrigération, en transport réfrigéré, qui lui, en fait, va prendre notre poisson et le rapporter sur une plateforme. Il faut savoir qu'en France, on a un super système de logistique en marée coulante, comme on dit. Marée coulante, c'est quoi? La marée coulante, c'est que c'est des produits qui coulent. Donc tu vois, tu as de la glace qui fond
pour garder le poisson frais, et donc ça coule, ça fait de l'eau. Okay. Et le poisson lâche de l'eau aussi, ou les coquillages lâchent de l'eau. Donc tu peux pas mélanger du poisson avec des salades, parce qu'à un moment, bah, t'as des trucs qui coulent, c'est pas étanche, etc. Et donc il y a quand même un super réseau de collecte et de transport logistique où t'as des camions qui passent tous les jours du lundi au vendredi dans la plupart des ports de pêche, voire ailleurs, et qui centralisent un moment sur des plateformes, notamment à Rungis, où nous on va à Rungis, mais on va à Rungis pas pour acheter, on va à Rungis pour collecter notre marchandise. Donc toi tu la récupères à Rungis? Moi je la récupère à Rungis. Depuis quelques années, on se fait livrer une partie directement parce qu'on est suffisamment gros pour pouvoir prendre des camions qui nous livrent en direct. Combien de commandes par mois? 45 à 50 000 paniers par mois. Oui, ouais. Tu pèses. Oui, bah, je pense qu'on est la plus grosse poissonnerie de France, tu vois, sur le code APE, ouais. La 4723Z, qui est notre code APE. Je pense qu'on est les plus gros. Alors, je connais pas les chiffres de la GMS, mais... Mais donc, le pêcheur, soit à la criée en gré à gré, soit avec ses transporteurs, vous envoie du poisson. Exactement. À quel moment on sait ce qui a été pêché? Alors, bah, nous, tu vois, on va te refaire tout le système. Un pêcheur part en mer, par exemple, dimanche. Nous, à ce moment-là, on lui a déjà dit le jeudi d'avant, pour ta pêche de dimanche, on peut te prendre à peu près 30 kilos parce qu'on sait déjà combien on a de paniers à faire pour les jours à venir. C'est pour ça qu'on a fait l'abonnement. C'est pour pouvoir garantir le débouché de pêche aux pêcheurs parce que la pêche est une activité très aléatoire. Tant de kilos, mais sans forcément avoir de détails. Si tu peux attraper du bar, de la sole ou autre, on sera très content. Mais si tu attrapes du maquereau, de la vieille, du taco, un poisson moins connu, on le prendra aussi. À l'expérience, on sait à peu près qui attrape quoi, mais nous, c'est ça le message aux pêcheurs, c'est dire on valorise toutes les espèces. On veut pas que les espèces, c'est ça qui est un problème d'ailleurs dans le sujet de la surpêche, c'est qu'on mange toujours la même chose. Donc, le pêcheur, il part en sachant que Poiscaille, il peut lui prendre à peu près X kilos. Il relève ses filets, ou ses lignes, ou ses casiers, etc. Il nous appelle en disant bon, ben voilà, j'ai attrapé ça. Soit c'est la quantité exacte, ce qui est rare dont on avait besoin, soit c'est un peu plus, soit c'est un peu moins, et là on peut ajuster en fonction de l'information qu'on a eu des autres pêcheurs. Ça, il le ferait s'il vendait à la criée ou pas? Il amènerait juste son cajot À la criée, il va trier le poisson par taille, ouais. Il va l'amener, et puis voilà. Donc pêcheur, c'est du travail en plus. C'est du travail en plus. Mais il gagne plus. Il doit vider le poisson, voilà, il est mieux payé, il vide le poisson, ce qu'il ne fait pas normalement quand il l'amène à la criée sur certaines espèces, sur la plupart des espèces même. Et on lui demande de nous peser chaque bac et de nous compter le nombre de poissons qu'il y a dans chaque bac. Alors, sur des petits poissons comme le maquereau, on lui demande pas de compter, mais sur des gros poissons, nous, il faut qu'on ait le nombre de pièces par bac. Donc, en gros, dimanche soir, on va recevoir les détails de capture de chacun. Lundi matin, ça va partir pris en charge par un transporteur depuis la côte. En gros, à peu près à 11h, tout est parti de la côte. Nous, on a les détails pendant ce temps. On commence déjà à proposer et à composer les paniers. À 19h, c'est l'heure du choix de panier le lundi soir pour les gens qui sont abonnés mardi en Ile-de-France et mercredi en région. 19h à 22h, choix des paniers. Entre 21h et 2h du matin, nous, on va récupérer la marchandise. Donc, soit livré directement à l'entrepôt. Dans la nuit de lundi à mardi. Dans la nuit de lundi à mardi. Soit on va chercher à Rungis les différentes pêches, etc. Entre 21h et 6h, on fait tout le travail de conditionnement et de préparation des produits. On lève des filets, on prend des sacs de 10 kg de moules pour en faire 10 sacs de 1 kg. Et à partir de 6h, tout ça est prêt normalement, sauf retard, etc. Et entre 6h et 14h, on prépare les commandes. Les gens ont choisi ce qu'ils voulaient dans leur panier. Alors qu'on n'avait pas la marchandise. Alors qu'ils n'avaient pas la marchandise. Et donc, toi, en plus, sur les 45 000 paniers par mois, donc, divisé par 30, ça fait 5 000. Non, pas du tout, 3 000. Pas du tout. 1500 fois 30, ouais, c'est ça. 1500 paniers par... oui, on compte par semaine plutôt, c'est ça? Voilà, je fais 10-12 000 par semaine. Donc, tu as une dizaine de milliers de paniers à faire presque sur mesure. Exactement, bah je fais des amalgames, c'est-à-dire que je vais faire, j'ai 50 dorades, je vais faire, je sais qu'elles font entre 300 et 500 grammes, je vais faire 50 dorades plus 1 kilo de moule, tu vois. Donc hop, ça me fait un panier, tu vois. Tout ça dans la nuit de lundi à mardi entre 21h et 6h du mat. Avec un trick en plus, c'est que les poissons ont des tailles variables. C'est pas standard, c'est que tu vois, un poisson, et les pêcheurs, ils te pèsent pas chaque poisson, ils te calibrent sur des
des calibres qui vont être assez larges. Tu vois, par exemple, le classique, c'est 15 cm et 3, voilà, 300, 500 grammes, 500 grammes, 1 kg, 1 kg, 2 kg, 2 kg et plus. Donc, tu vois, tu as tout cet apprentissage de, OK, alors, ça, je vais faire une taille moyenne, je vais mettre des produits complétés. Nous, on a tout un système de rajouter du poids si jamais le poids n'est pas suffisant, le nombre de pièces, etc. Donc, on a beaucoup appris. Maintenant, on maîtrise un peu plus. Et tu fais ça où? Je fais ça dans un entrepôt qui est à Vissou, pas loin de Rungis, entre Rungis et Orly, qui est réfrigéré. On a 1500 mètres carrés d'entrepôt réfrigéré. Et donc, on fait tout ce travail-là avec de plus en plus de travail de faire des filets, découper, portionner, etc. Et donc, tu vois, 6 heures, tous les produits sont prêts. Et entre 6 heures et 14 heures, là, c'est préparation des commandes. Donc là, on prend le sac de Laurent. Il a pris une dorade et des moules parce qu'il est plus allergique maintenant. Et on va prendre une dorade, des moules dans ce qu'on appelle le magasin. Là, on a disposé les produits. Et on va mettre ça dans un point relais. C'est-à-dire qu'on va préparer un carton qui contiendra toutes les commandes livrées dans ce point relais-là. Sachant qu'il y a 1900 à peu près, maintenant, bientôt, points relais en France. C'est ça. Et après, tu vois, donc on fait ce cycle-là et après, pour finir, d'abord les livreurs en propre qui assurent la livraison en Ile-de-France partent de l'entrepôt à 8 heures à peu près. Et après... 8 heures le mardi soir? 8 heures le mardi matin. Le mardi matin, pardon. Donc 8 heures le mardi matin et ils vont livrer dans la journée. Donc toi, à partir de 16 heures, en gros, on va te donner rendez-vous entre 16 heures et 20 heures dans les magasins parisiens, franciliens. Et le reste des produits est pris en charge par des transporteurs nationaux, donc soit Chronofresh, soit des boucles qu'on a montées, nous, entre transporteurs nationaux et transporteurs régionaux, pour livrer mercredi en région tous les produits avec les mêmes sujets, quoi. C'est livré le matin et en général, tu récupères... Oui, ça paraît compliqué. Alors, on a essuyé beaucoup de plâtre. Mais ouais, mais c'est un enfer logistique, surtout que tu as un produit, comme dit, périssable. Combien de temps au bout de combien de temps il faut plus manger un poisson que tu as pêché dans la nuit de dimanche à lundi ou non, le dimanche? Tu vois, la majeure partie du poisson qu'on mange, moi je pense en France, il a entre 8 et 15 jours, j'imagine. Alors j'y vais avec des pincettes parce qu'on a dit ça un jour dans un billet de blog et on s'est pris un procès de la part des poissonniers détaillants, du syndicat des poissonniers détaillants, qu'ils ont perdu d'ailleurs, parce que je pense que c'est une réalité. Parce que tu as beaucoup de poissons, la majeure partie du poisson pêché en France est pêché par des bateaux qui sortent entre 5 et 15 jours en mer. Oui, donc s'il est pêché le premier jour, voilà. Le temps qu'il arrive jusqu'à ton assiette. En gros, manger un poisson de 2-3 semaines, c'est pas grave. Donc il a été bien conservé, j'imagine. Ouais, tous les trucs sanitaires te disent, en gros, tu as des bactéries toxiques qui arrivent dans un poisson, mais à un état où le poisson, c'est un zombie. Donc, il va sentir ultra mauvais. Il va avoir un aspect, il va avoir la tête fondue. Enfin, jamais personne, ni un poissonnier, ni un client, n'achètera ou ne vendra un poisson toxique. Le seul risque, ça peut être sur les coquillages, où là, tu peux avoir des planctons toxiques. Mais ça, il y a des analyses qui sont faites tout le temps. Donc, nous, ça nous arrive parfois de recevoir des produits et de les retirer. Voire, ils sont déjà partis. On écrit un SMS aux clients en disant « Ne mangez pas les moules que vous avez eues là ». On a cette force d'avoir tous les 06 de nos clients, donc on peut leur envoyer un message que peut pas faire une GMS qui a vendu à tout le monde, qui doit faire, tu vois, les rappels de l'eau, etc. Mais il n'y a pas de risque en soi à manger un poisson qui a plusieurs jours. Le risque, il est plutôt gustatif, ou là, c'est une déception gustative. Et je pense que c'est ça notre force chez Poiscaille, c'est que nos engagements sur la fraîcheur font que les retours clients, c'est hyper bon à chaque fois. On n'a jamais été déçus. En 4 ans d'abonnement, j'ai eu un problème une fois, j'ai écrit au service client, j'ai été remboursé. Enfin, tu vois, nous, c'est une conviction que on a, avec nos critères de pêche durable, donc que de la petite pêche, que des techniques qui n'abîment pas le poisson. Le poisson, quand il arrive sur les ponts des bateaux, il est en super état. Parce que quand tu pêches à la ligne, au filet, au casier, que tu n'utilises pas chalut et drague, t'améliores la qualité de ton poisson, je pense. Derrière, on paye les pêcheurs cher en leur disant « Oui, tu traites bien la sole et le turbo, mais par contre, les maquereaux, les tacos, les poissons fragiles que tu vends mal habituellement, on va te les payer bien plus cher que le marché, donc tu les traites aussi bien. Et comme on a vendu la pêche en avance, la fraîcheur est optimale pour 100% de nos produits. » Et je pense que c'est ça qui fait que aujourd'hui, on a ces retours-là par rapport à ce qui se vend sur les étals traditionnels. Donc là, aujourd'hui, un poisson pêché dimanche ou entre dimanche et lundi, il est chez le client mercredi. Voilà, au plus tard. Au plus tard.
Pour avancer dans la chaîne, une fois qu'il quitte l'entrepôt, il lui faut un transport spécifique, transporteur spécifique pour arriver jusqu'au point relais. Un transporteur réfrigéré, parce qu'il est monté en camion réfrigéré, il faut qu'il continue en camion réfrigéré. Et ça se trouve facilement pour 1900 points relais en France? Depuis 2015-2016, il y a Chronofresh, donc Chronopost en froid. Nous, on a démarré comme ça parce qu'on a eu une première presse qui nous a fait beaucoup de demandes, notamment dans l'Est de la France. Donc, on a ouvert les premiers magasins livrés par Chronofresh en région, qui est hyper fort parce qu'il livre partout en France. Donc, tous les codes postaux, ils sont capables de les livrer. Par contre, il y a une qualité de service qui est pas assez bonne par rapport aux engagements que nous, on a. Tu vois, nous, avec Chronofresh, 93-95% de colis livrés dans les temps. Donc, tu as quelques pourcents qui sont pas livrés dans les temps. Et petit à petit, on a commencé à remplacer Chronofresh. Grossissant, on a pu voir qu'il y avait des endroits où certains dépôts qui marchaient moins bien que d'autres. Il y en a, c'est nickel. Tu vois, il y a des gens, ils sont à Lyon, ça fait 5 ans qu'ils sont livrés, jamais un retard, toujours nickel. Et puis, tu vas avoir une autre zone, pendant 2-3 semaines d'affilée, toujours en retard, les gens sont pas là, tu vois, ils sont déplacés à leur magasin, ils ont pas. Alors nous, de plus en plus, on prévient, etc. Mais on a trouvé des solutions où on prend un transporteur national qui nous prend une palette de carton, qui l'amène près d'une région, et là, on va trouver un transporteur local qui, lui, a 3-4 camions réfrigérés. On va lui organiser une tournée. Okay. Et on a une fiabilité de livraison qui est aussi bonne que nous, on fait nous-mêmes en propre à Paris. Donc on est à 80... À Paris, vous êtes en maîtrise de la... À Paris, on fait nous-mêmes avec nos camions, nos chauffeurs. Parfois, on a un peu de surplus, donc on va le donner à un prestataire. Mais à Paris, nous, on fait nous-mêmes nos livraisons. Pour terminer cette chaîne, ces points relais, ils doivent être équipés spécifiquement de réfrigérateurs? Clairement, le point relais, c'est pas le pressing du coin où tu vas chercher ton Asos ou ton Cdiscount, quoi. C'est des magasins alimentaires, souvent bio, souvent direct producteur, vrac. En Ile-de-France, on les livre même sans chambre froide parce qu'on livre avec des glacières qu'on échange chaque semaine. Mais une petite contrainte pour le client qui est obligé de passer le soir même et qui peut pas trop passer le lendemain sauf à appeler son magasin. En région, on livre que dans des endroits qui ont une chambre froide. Donc, ils peuvent garder les poissons au frais. Ok. Sacré casse-tête, logistique, quand même, que tu as choisi là. Oui. Mais ça veut dire que le mercredi midi, vous êtes cool pour 2 jours, 3 jours? Ah non, c'est tous les jours. Non, c'est tous les jours. Parce que nous, on distribue mardi, mercredi, jeudi, vendredi en Ile-de-France. Donc, tu vois, c'est les pêches du... On travaille... Dimanche, lundi, mardi... Voilà, on travaille lundi soir, mardi soir, mercredi soir, jeudi soir pour l'équipe de nuit. Et mardi matin, mercredi matin, jeudi matin, vendredi matin pour l'équipe de jour. Donc, tu vois, non, on est plus cool le vendredi midi. Je sais pas si je l'ai dit en intro, mais vous êtes 75 collaborateurs à date, dont une grosse 55 dans les ops. À l'entrepôt. À l'entrepôt. Ouais. Exactement. Et donc, oui, pas mal de... Moi, j'ai essuyé toutes les galères soit quand j'étais tout seul, soit quand l'équipe était 2-3 personnes qui disaient... je trouve pas les 2 caisses de bar qu'on a reçues de Noirmoutier. Bon, écoute, j'arrive, je prends la camionnette, je vais à Rungis à 4h du mat, je retourne l'entrepôt, puis je finis par les trouver, parce qu'au début, on est tout petit. Les transporteurs, qui sont des transporteurs qui ont l'habitude de transporter des palettes, des gros volumes, etc., quand ils voient 2 caisses, en général, c'est mis sur une autre pile. Aujourd'hui, maintenant, chez tous les transporteurs chez qui on va, on a un espace Poiscaille. Notre marchandise est déjà là, on les voit toutes les nuits, nos livreurs connaissent leur chef de quai. Donc, il y a une relation qui s'est faite et maintenant, on est présent et on commence on a une place. Et un client qui oublie de chercher son paquet le vendredi soir et qui le retrouve le lundi matin, de toute façon, ou lundi... Là, ça, c'est pas génial, mais en général, le point relais qui a le listing des clients et les numéros des clients, appelle en disant vous n'êtes pas passé, est-ce que vous passez, est-ce qu'on vous le met au frais? Il y a des points relais super motivés qui sont au rendez-vous et on ne donne pas de commission au point relais pour livrer les paniers, pour remettre les paniers aux clients. Ils sont intéressés parce que ça leur apporte des clients. Ok. Ça permet aux magasins bio qui ont du mal à avoir du poisson frais à mettre en rayon d'avoir une offre en poisson. Parce qu'ils ont beaucoup de messages de clients, notamment dans ces magasins qui disent « Je fais toutes mes courses chez vous, mais je suis encore obligé d'aller au supermarché pour trouver
du poisson, et l'offre, elle est un peu décevante. C'est du saumon norvégien, du cabillaud islandais, des crevettes asiatiques. J'aimerais bien un truc qui colle. Sous vide, ouais, et puis avec un truc un peu standard, quoi. Donc là, ils peuvent dire, bah, si on a du poisson frais, vous pouvez revenir chaque semaine et ne plus aller au supermarché, être tenté d'acheter autre chose. Et ça marche plutôt bien. Un petit détail que tu m'as dit quand on préparait cet épisode, c'est que tu as des villes côtières qui marchent très bien, comme Nice, Marseille, Nantes. Oui, de manière assez surprenante. Ouais. Donc nous, on a plutôt ouvert dans les 2/3 est de la France. On va dire, si on fait un triangle, je sais pas moi, Caen, Toulouse, la frontière italienne, la frontière allemande et belge, quoi. Donc en disant, ça sert à rien d'aller trop au bord de la mer. Il y a des pêcheurs qui vendent en direct. On avait quelques échos de pêcheurs qui disaient, ouais, ouvrez pas à côté de chez moi, etc. Vous allez me concurrencer et tout. Et puis en fait, on a fini par le faire un peu plus tard, à partir de 2021, quand on a vraiment développé très fort le réseau de points relais. Et on a eu des surprises assez contre-intuitives, quoi. Voilà, Marseille qui fonctionne bien, Nice qui fonctionne bien. Faut savoir qu'en 2023-2024, on a fait un gros travail de nettoyage du réseau, parce qu'on avait ouvert très fort le réseau. Et on s'est rendu compte qu'on avait des points relais où il y avait 2 paniers livrés tous les 15 jours avec celui du gérant qui avait son panier gratuit et un employé qui avait une réduction. Mais en fait, aujourd'hui, on a encore une bonne présence dans des endroits où on se dirait l'accès aux poissons est facile. Mais en fait, c'est pas le cas. Parce que tu vas à Nice, j'ai été pour la conférence des océans là, de l'ONU, là. Bah, y a 2 pêcheurs qui vendent en direct, la circulation est ultra compliquée, y a un marché de temps en temps, mais t'as pas forcément le temps d'y aller, et il n'y a pas beaucoup de poissonneries. Donc au final, si ton magasin, ta Biocoop du coin, si elle propose du poisson frais, ça tombe bien, quoi. Et je pense qu'on a une qualité qui est supérieure également, qui est aussi bonne que si tu as acheté en direct des pêcheurs. Nous, on a pas mal de post-Covid d'anciens Parisiens qui disent « Je me suis retrouvé à la côte, j'étais obligé, on va dire, d'aller chez un poissonnier de bord de mer et c'était meilleur chez vous. » Donc ça fait plaisir. C'est passionnant, c'est surtout vraiment, comme dit, un enfer, pas un enfer, en tout cas un sacré challenge maintenant on le maîtrise. Logistique. C'est une vraie barrière à l'entrée, je pense, pour démarrer. Moi, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit... C'est plus simple de lancer une boîte de bougies, quoi. J'ai beaucoup de gens qui m'ont dit j'ai eu l'idée avant toi, machin, etc. Mais ils l'ont pas faite parce que je pense que, tu vois, quand t'arrives un peu... moi, je suis pas entrepreneur. Moi, je fais ça parce que je crois vraiment que c'est comme ça que je vais changer les choses et que je vais rendre la pêche durable. Mais je pense que si t'arrives un peu de manière raisonnée, et moi, je veux travailler que dans le poisson, j'ai pas envie d'aller vendre d'autres choses. Si t'arrives de manière raisonnée, tu dis attends, j'ai envie de travailler dans la food parce que j'aime bien la bonne bouffe, j'ai des racines, etc. Tu commences à avoir le poisson, le pêcheur qui est pas très accessible, difficile de lui parler. On te dit pour acheter à la criée, il faut que tu déposes 20 000 € de caution pour pouvoir avoir le droit d'acheter. Tu vas à Rungis, tu comprends pas trop ce que t'achètes, ce que t'achètes pas. Un produit super périssable. Je pense que vite tu migres sur des fruits et légumes, du fromage, du vin, de la viande. C'est ce qu'on fait beaucoup. Ouais. Mais moi, j'ai pas lâché parce que j'ai envie de faire que ça. Tu fais 45 à 50 000 paniers par mois. Si on était... Ça, c'est en B2C. Si on était en B2B, on ferait 10 fois moins. Ce serait plus simple, non ? Vous avez lancé le B2B, vous avez testé, jusqu'en 2019, on avait une activité B2B pour les restos. Ouais. Et c'est mon ancien associé, quand c'est pareil, qui est parti avec ce business-là. En gros, on servait la bistronomie parisienne, un peu d'étoilé, un peu de bistrot, etc. Et en 2018, on doit faire 1 million de CA et 500 000, quoi. En gros, peut-être 600 000 B2C, 600 000 B2B, 400 000 B2C. Mais voilà, c'était à peu près... et c'était très bien pour démarrer parce que... Gros panier. Gros poisson qu'on pouvait pas découper dans notre garage à Montreuil, un peu dégueulasse, pour les restos. Petit poisson qu'on pouvait mettre directement dans les paniers que les restos ne veulent pas trop parce que trop petit, trop embêtant à travailler ou trop de boulot. Dans les paniers pour les particuliers. Donc ça permettait de dire aux pêcheurs, on prend les petits comme les gros et nous on sera content avec les deux. Donc en gros les restos se servaient d'abord et puis ce qui restait on mettait aux particuliers, mais il y avait des poissons qu'on pouvait jamais mettre aux particuliers, on n'avait pas livré un thon de 5 kilos dans ton panier, ça allait être un peu compliqué. Mais moi j'en ressors avec une conviction que les engagements on fait les saisons, on joue un peu, tu vois, ce que la mer a voulu nous donner, comme on joue sur les légumes, ce que la terre a bien voulu nous produire, ils ont un peu leurs limites. Et même sur des restos très engagés, en fait, tu vois, quand tu joues les légumes, si tu veux faire des asperges au printemps,
entre le 31 mars et le 31 mai, tu vas en avoir, quoi. Il y en aura peut-être un peu plus, un peu moins. Il n'y en aura pas de ton producteur habituel, mais il y en aura peut-être d'un autre producteur s'il y a un aléa météo. Sur le poisson, c'est tous les jours que ça change. Donc, au final, quand même, les restaurateurs ont l'habitude de standardiser un peu des recettes, c'est-à-dire qu'ils savent que tel produit, ils vont le faire comme ça, c'est telle portion qu'ils mettent, l'assiette, elle est dressée comme ça, à droite, à gauche, parce que le poisson, il fait telle forme et tout. Et sur le poisson, nous, on ne savait pas jouer ça, tu vois. C'est-à-dire qu'il y avait des jours, il faut livrer le mardi, parce que le mardi, c'est le jour où ils remplissent les frigos. Si tes poissons, tu les as le mercredi, il va dire, bah non, et moi, je me suis dépanné chez un autre, j'ai mon frigo, peut-être jeudi, tu vois, ou peut-être vendredi. Mais vendredi, non, il y a un peu moins de monde, il n'a pas fait beau, on n'a pas de clients, donc tu l'as pas. Et aussi, tu as le côté consommateur, c'est-à-dire qu'un client de ces restos-là, si tu lui dis, je fais les saisons et il est servi par une tomate en plein hiver, il va dire, bon, bah non, mais attends, c'est pas la saison des tomates, tu vois, il va le savoir. Par contre, moi, je me suis vu dire, oui, du rouget de petits bateaux, de machin. Et puis, en fait, quand tu commences à creuser, ils savent pas qui est le pêcheur, c'est des techniques de pêche qui sont pas de petits bateaux tant que ça. Mais le consommateur lambda ne va pas questionner ça. Il va dire, bah oui, très bien, un rouget de petits bateaux, merci, il est excellent, il est hyper bien cuisiné. Alors qu'en fait, ça colle pas à l'image qu'il a en tête. Compris. T'as dit un truc, est-ce qu'on peut revenir dessus? Tu t'es séparé de ton premier associé? On peut en parler? Ouais, carrément. Donc, c'était un ingénieur à Lieu, toi aussi? Non, moi, chez un ingénieur, lui, un financier. Un financier, d'accord. Mais qui est devenu... Un financier, c'est pas un financier, mais oui, financier, allez, disons. Il avait un background financier, Dauphine, école de commerce. Mais qui est... Ah oui, non, pardon, c'est pas lui qui est marin-pêcheur. Vous vous êtes séparés, du coup, en 2019. Vous aviez prévu les choses, en tout cas cadré les choses pour que la séparation se fasse sans trop de mal, pas trop de mal. C'est plutôt mal barré. On s'engueule, en gros, en 2017. Vraiment, c'est le point de clash fin 2017, quoi. Sur quoi? Je pense qu'on n'avait pas les mêmes envies. Moi, j'étais un peu chien fou. Genre, il y avait les premiers pêcheurs il y avait les clients qui nous disaient « C'est trop bien ce que vous faites, c'est trop bon ». Il y avait les pêcheurs qui commençaient à nous dire c'est trop bien grâce à vous, on a pu s'arrêter 3 jours de plus que l'année dernière à la même période. Donc tu vois, me dire ok, en fait, cette espèce d'utopie de en payant les pêcheurs, ça va marcher, elle commençait vraiment à se concrétiser. Oui, c'était marginal et c'était quelques pêcheurs. Mais moi, la première fois que j'ai reçu la photo d'un pêcheur qui dit bah aujourd'hui je suis pas en mer, voilà la photo de mes plantations de radis dans mon potager et grâce à toi, vous m'avez bien payé mon poisson, j'ai pu ne pas y retourner, laisser les océans se reposer. Je me suis dit ouais, ok, donc ça veut dire qu'on tient un truc quoi. Et donc un peu chien fou à vouloir lancer, enfin tu vois, à dire oui à des événements, des machins, des bidules, oui on va faire du poulpe fumé, enfin tu vois, bon, partir un peu dans tous les sens. Lui, c'était le pragmatique, rationnel. Lui, peut-être plus pragmatique et, de mon point de vue, moins impliqué. Moins prêt à passer des soirées entières, des nuits, faire des dimanches, etc. Comment on se sépare d'un associé? L'aventure est jeune, elle a donc 2019, ça fait 4 ans quand même que vous êtes lancé, que le site est lancé. Là, je ne saurais pas dire comment on fait, mais je sais dire ce qui s'est passé pour nous. D'accord. Nous, au début, c'est assez frontal, c'est genre qui rachète qui, quoi. Mais avec un pacte d'associés qui fait que chacun peut bloquer l'autre. Donc, en fait, pas de majorité réelle, quoi. Lui, il avait 51% des parts, moi 49%, parce que lui était 100% opérationnel quand on a créé, moi j'étais encore au ministère. Mais avec un truc de blocage à 75%, donc en fait, si on n'était pas tous les deux d'accord, on ne pouvait pas. Donc, tu vois, on commence à dire qui fait une offre à qui, avec des règles un peu, tu sais, dans notre pacte d'associés, mais un peu pété, tu vois. Donc, chacun va voir un peu ses avocats dans son coin. Chacun fait un peu le tour des employés, tu vois, de dire, qui est prêt à lâcher qui, etc. Enfin, tu vois. Moi, c'est ce que j'ai fait et je pense que lui, il a fait pareil. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, tu te rends compte que ce que tu imaginais n'est pas forcément le cas. Tu vois, moi, des employés qui m'ont dit, oui, c'est trop cool de voir ton énergie, t'es impliqué à fond, etc. Mais il y a des moments où ça nous saoule. On a pas de cadre. Il y en a trop, voilà, on sait pas. Et oui, il est peut-être pas assez présent, mais derrière, toi, t'as tes défauts aussi, quoi. Et en fait, un schéma qu'on avait exclu dès le début se dessine, c'est qu'on coupe la boîte en deux, une activité B2C, une activité B2B. Et là, on a fait appel à notre comptable pour valoriser. Et en fait, la valorisation, tu vois, une boîte jeune, il y a une petite rentabilité. l'EBITDA, il devait être à 5 000 € ou 10 000 € sur 1 million. Il arrive à une valorisation qui est hyper faible, qui fait qu'on peut faire un mécanisme
où On coupe en deux. on coupe en deux sans qu'on ait à débourser d'argent, sans qu'il y en ait un qui a payé une grosse somme à l'autre. Donc en gros, ce qu'on a dit, c'est que moi, je garde le B2C, l'équipe et l'entrepôt. Et lui, il développe un business, il prend le business B2B. Et ce business B2B, pour faire une transition, Poiscaille lui assure pendant 1 an l'approvisionnement et la logistique. Donc tu vois, en disant, pendant 1 an, tu as juste à te concentrer sur la partie commerciale. Et tout ce qui est sourcing, logistique, livraison, c'est Poiscaille qui l'assure, contre une presta forfaitaire au kilo. Mais ça permet de séparer la boîte en deux. Et on fait un mécanisme où je me rappelle bien. Il y a un coup où on vend une partie de la boîte, ce qui permet de racheter les actions. C'est-à-dire qu'il y a un coup, un moment où, avec les fonds que mon associé met pour acheter le business B2B, Poiscaille rachète ses actions et après, derrière, les annule. Compris. Il y a encore plein de sujets à voir et le temps file, j'ai pas vu l'heure et il y a mais avançons, j'aimerais parler encore de 2 choses, de ton offre, comment est-ce qu'elle a évolué et du coup comment ça affecte la lifetime value et la fréquence d'achat et la rétention, et la rétention de tes clients, et puis ensuite parler de PR comme je l'ai dit en intro. Donc commençons par ça. Comment est-ce que ton offre évolue? En fait, nous, on avait une offre très standard historiquement. Donc, panier, semaine, quinzaine ou mois, 22,90, 24,90 ou 26,90. Et derrière, au début, c'était le principe de dire une semaine, ça va être du homard, la semaine d'après, ça va être des moules. Et puis tout ça va s'équilibrer en fonction de la pêche. Mais prix fixe pour le client, quel que soit le contenu. Et puis, on commence un peu à structurer la boîte, on lève des fonds en 2022. On avait déjà fait ce travail-là, mais on commence un peu à piloter nos marges en disant faut faire gaffe parce qu'il y a des mois, la marge, elle est à 60%, il y a des mois, elle est à 40%, et c'est pas bon de piloter comme ça, quoi. Et la conséquence de ça, c'est qu'à un moment, en fait, quand tu mets un prix fixe de panier, quand on mettait un homard, il fallait qu'on mette 300 paniers moules, quoi. Donc le choix à 19h, où à l'époque, 50% des gens ont regardé passer dans les 15 premières minutes. Donc tu vois, un jour où tu as 3000 paniers, tu as 1500 personnes qui passent en 15 minutes. Si tu as mis 20 paniers homards, ils partent en un claquement de doigts. Et même, on avait beaucoup de retours de clients qui disaient « J'arrive pas à choisir. Quand je choisis un truc, il est déjà épuisé, donc il faut que je recharge la page, ça marche pas après. » Enfin, voilà, un truc, tu vois, du live qui rendait le truc très compliqué. Et donc, en fait, on décide de lancer une nouvelle offre qui est sortie en avril 2024, où là, on dit en fait, pour simplifier tout ça, on va mettre des paniers à supplément. Donc, l'intention était surtout de pouvoir offrir plus de thon rouge, de homard, de bar, des poissons, sur lesquels il y avait une grosse appétence que nous, on vendait en plus du panier. Donc, tu vois, tu avais ton panier standard et puis tu devais payer 40 € pour avoir un bar alors que tu avais déjà pris un panier. Ce qui était une source de réclamation aux clients assez souvent. Et donc, on dit, OK, on va faire des paniers avec des suppléments pour pouvoir placer ces produits-là dans les paniers et en mettre des vraies quantités qui vont faire que même si tu te connectes à 19h30, à 20h, tu vas pouvoir y avoir accès. Le contrepartie de ça, c'est de dire, si tu prends des paniers que nous, on a payés moins cher, même si on les a payés très cher aux pêcheurs, en fait, tu vas avoir une réduction. Donc aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les paniers bon plan avec une réduction, par exemple. Avec une réduction. Voilà, tu as moins 4 € si tu prends 900 grammes de mulet juste vidé. Par contre, si tu veux voir dans ton panier 500 grammes de pavé de thon rouge de ligne, tu vas payer plus 14 €. Parce que nous, c'est un poisson qu'on a payé 18 € entier aux pêcheurs, donc il nous coûte 36 € le kilo de longe. Donc quand on met 500 grammes, ça nous coûte déjà 18 €. Alors que le mulet, on l'a payé 4 € au pêcheur vidé, ce qui est un super bon prix pour le pêcheur qui le vend normalement 1 €. Mais derrière, on peut se permettre de te le vendre moins cher que le prix du panier standard. Et on a lancé 2 autres choses, c'est les paniers qu'on dit XL. Donc le panier standard, c'est 3 à 4 portions, où là, tu as des paniers avec 6, 8, 10 portions, où tu peux faire une grosse tablée. Un retour qu'on avait des clients, c'était « c'est bien, j'ai pris mon panier, mais il y a 2 poissons différents. J'ai pas retrouvé ces mêmes espèces pour compléter, pour faire un repas global pour mes clients.
pour mes clients, pour mes invités. Et donc, c'est embêtant parce que je suis obligé de cuire un truc pour les enfants, un truc pour les adultes, etc. Moi, je voudrais une grosse pièce pour mettre pour tout le monde et puis on mange ensemble. Donc, tu vois, on fait des paniers, 3 kilos de moules, des paniers de homards pour 2 kilos. Enfin, voilà, on fait des... Tu veux un gros poisson entier de 1,5 kg, tu peux l'avoir, etc. Et en échange aussi, on avait pas mal de retours de... Moi, je suis une personne seule ou la seule personne de mon foyer à manger du poisson. Et donc, on a lancé ce qu'on appelle les paniers XS. Donc, c'est 1 à 2 portions qui te permettent d'avoir un panier qui coûte 16,90 €. Surtout avec une quantité moindre, parce qu'on avait pas mal d'échos de clients qui disaient « Bah ouais, je prends un panier, mais je suis obligé de congeler la moitié, ou j'en donne la moitié à mon voisin ou ma voisine. » Mais tout le monde n'est pas enclin à faire ça. Et donc ça nous a vraiment fait une sacrée différence, parce qu'on était à une fréquence, nous on mesure ce qu'on appelle la récurrence, donc le nombre de paniers par client actif par mois. On était parti de 1,82 à l'époque post-Covid, où il y avait encore des contraintes de confinement. On était descendu à 1,6, ce qui a un effet sur le revenu énorme. Et là, on est remonté à 1,8. Parce qu'on sent que le contenu des paniers s'est nettement amélioré. Plus de flexibilité. On regarde les notes casier, on bat des records depuis 6 mois sur la satisfaction des clients. Et on voit vraiment l'effet. Donc, en moyenne, on reste combien de temps clients abonnés ? En moyenne, nous, ce qu'on voit, c'est 9 mois, 18 paniers. Donc le fameux 1,8, ouais. Okay. Ouais, voilà. Et pourquoi est-ce qu'on se désabonne aujourd'hui ? Alors, multiples raisons, mais un sujet de praticité, je pense. Il y a un sujet global de praticité qui est je veux aller chercher mon panier dans mon point relais, je ne suis pas forcément là. Je pense que les gens bougent beaucoup plus depuis la sortie de Covid qu'avant. Donc, tu vois, le cas, je suis la semaine en ville, le week-end à la campagne, donc faire suivre le panier, ça peut être compliqué. Je peux rater un panier, donc je paye un moment un peu dans le vide. Une insatisfaction produit. J'ai eu un produit qui me plaisait pas, ou j'ai mangé un produit, donc j'avais pas le choix que je voulais exactement. Et puis après, je pense tout un truc où là, nous, on a une raison un peu fourre-tout dans notre formulaire de raison des abonnements. Je pense que tu vois, les changements de vie, les mouvements, les ruptures, les changements de boulot, etc. Tout ça fait que quelqu'un peut se désabonner et dire je préfère soit je mange moins de poissons, soit je fais autre chose pour mes courses. Compris. Une LTV à 600 €, c'est ça, sur 12 mois, c'est ce que tu me disais aussi quand on préparait l'entretien. Et donc, tu viens de le dire, en moyenne 9 mois d'abonnement et 18 paniers, donc 2 paniers par mois. Dernière question pour atterrir une double question d'ailleurs. Vous avez changé de nom pour devenir Poiscaille. Oui, alors Poiscaille était là depuis toujours. Okay. Le nom de Guiraud de la société, c'était le nom de la SAS. Mais Poiscaille, c'est le nom depuis le début. Poiscaille, c'est là depuis le début. C'est engagé comme nom. C'est ouais, alors à l'époque, moi, et après, je te lance sur les pillards pour finir. Moi, je cherchais des noms, mais en fait, tu vois, Mon Pêcheur 2000, tu vois, Les Poissons de Charles, machin. Enfin, puis un jour, je sais pas, c'est arrivé, je me dis, bah oui, en fait, ça marche, quoi. C'est pas luxueux. Moi, je veux pas un poisson. Je voudrais que Poiscaille soit le poisson du quotidien. Donc, il n'a pas forcément l'ambition d'être... Tu vois, souvent, le poisson, c'est associé au luxe, aux trucs chers, etc. Donc, l'écrin et tout. Ça, moi, je suis complètement opposé à ça, parce qu'il y a des jours où tu manges du maquereau basique, on va dire, mais qui peut être excellent et qui est un super produit. Et je trouve que c'est assez sincère. C'est un peu le poisson du retour de pêche. Tu vois, t'as le pêcheur, il dit, bah voilà, j'ai attrapé mon poiscaille. Tiens, je te sers et voilà ce qu'il y a, quoi. Donc, moi, je trouve que ça sonne un peu authentique. On a régulièrement des messages de gens qui disent, mais franchement, vous avez vraiment mal choisi votre nom, ça me donne pas envie. Je trouve ça génial. Il a un côté parfois péjoratif, tu vois, dans l'argot. La Poiscaille, voilà. C'est pas forcément... Mais c'est associé aux poissons pas très frais, alors que c'est pas le cas. Mais voilà, voilà. Gros levier d'acquisition. Alors, vous faisiez pas d'acquise payante avant septembre 2020. Vous avez commencé en septembre et ça a été une explosion. Mais là où je voudrais t'interroger pour conclure, c'est sur les relations presse. Est-ce que tu as 3 tips à partager, 3 conseils à partager ou 5, mais... Nous, on en a fait pas mal parce qu'en fait, depuis qu'on est au cul du camion, on a croisé des journalistes. Donc, ça fait un petit bout de temps qu'on en fait. Alors, difficile de donner des tips, mais les relations presse, ça peut être très frustrant parce que tu vas décrocher le super sujet sur un grand média, un grand JT. Nous, on a fait beaucoup de JT.
et parfois tu n'es pas cité. Donc, pour moi, le premier tip, c'est quand on est démarché par des journalistes, oser demander, et même aujourd'hui, nous, on arrive à l'écrire. Est-ce que vous allez parler de Poiscaille ? Est-ce que vous allez montrer le site ? Est-ce que vous êtes OK pour montrer les logos ou est-ce que vous allez les flouter ? Et donc là, prendre la décision de dire OK, je le fais parce que c'est la première fois, les 3-4 premières fois, j'ai besoin d'avoir de la légitimité, de dire à mes clients, mes investisseurs, ça va me servir pour les réseaux sociaux, etc., que je suis passé à TF1, France 2, etc. Mais aujourd'hui, nous, avec le recul et quand on fait quand on en fait plusieurs, nous aujourd'hui, ça nous arrive de dire non parce que un journaliste nous appelle en disant oui, c'est JT de France 2, je fais un reportage sur telle thématique, je voudrais le numéro de tel pêcheur, merci de me le donner, quoi. Ben oui, mais alors pourquoi, etc. Est-ce que vous avez ces Poiscaille ? Non, bah désolé, vous n'aurez pas le numéro. Vous le faites en interne ou vous êtes accompagné ? On est accompagné Okay. par une agence qui nous gère l'entrant et qui nous démarche aussi des médias. Ok. Donc ça, vraiment, pour moi, oser dire non par moment là-dessus. C'est un problème de riche. Hein. C'est un problème, je pense... Mais je pense que c'est parfois du ROI plus malin, mieux mis, quoi. Il y a des moments... Enfin, alors, après, nous, on a un truc un peu particulier, c'est que souvent, quand on fait un reportage avec Poiscaille, c'est un embarquement pêcheur organisé. Donc, un journaliste qui veut aller à telle côte, tel endroit, il faut lui trouver le pêcheur. Le pêcheur n'a pas forcément de la place à bord. Il faut qu'il soit en train de pêcher la bonne espèce, etc. Donc, c'est un peu de boulot. Un reportage à l'entrepôt, donc souvent 6h du mat, moi je me retrouve à l'entrepôt à faire les poissons, je les présente, je fais de la news, donc ça me prend 4-5 heures de boulot. Et parfois même ils veulent aller jusqu'au client, donc organiser, trouver un client, un point relais chez qui aller. Donc c'est pas mal de temps. Alors après il y a des reportages plus simples, hein. Il y a du sujet média où c'est un quart d'heure de coup de fil, une demi-heure de coup de fil avec un journaliste. Moi, souvent, je les alpague et j'arrive à faire ça finit en 3 quarts d'heure, 1 heure. Mais à une certaine échelle ou à un moment quand on considère qu'on a fait peut-être assez, ça vaut le coup de dire de savoir dire non. Parce que les effets sur le trafic entre on est cité, le logo est visible et on n'est pas cité, le logo est pas visible, sont le jour et la nuit. Moi, j'ai plein d'expériences. On voit le pic sur un super reportage et le flat sur un reportage sur lequel on a mis la même énergie, mais pas de logo et pas de citation de la marque, quoi. Donc, et autre tips pour être sûr que son logo soit visible, c'est se looker partout. Voilà, là j'ai ma marinière. Alors regardez-nous sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner si vous nous regardez. Mais effectivement, Charles est avec sa marinière. Et honnêtement, j'avais une autre tenue avant, mais je l'ai mise juste avant. Quand je suis en reportage, j'ai soit mon sweat avec le logo, soit j'ai même un bonnet avec le logo. J'ai le tablier jaune. Je me suis même commencé à me faire des tatouages temporaires parce qu'il y a des moments où je voyais des trucs où ils essayaient de l'éviter, etc. Mais vraiment, pas hésiter à dire, à nommer sa marque quand on parle, quoi. Donc, chez Poiscaille, nous, on fait comme ça. Ou chez ma telle marque, nous, on fait comme ça. Pour essayer que ce soit repris dans le tout petit bout et le micro-bout que vont prendre les journalistes. Et dernier truc, en fait, ne pas hésiter à ne pas répondre à la question du journaliste et dire ce qu'on a envie de dire. C'est un truc de politicien. Ouais, mais quel temps fait-il aujourd'hui ? Merci, très bonne question. Voilà. J'étais là hier. C'est ça. et c'est hyper dur à faire. Alors, encore plus, je pense, pour les gens comme moi qui ont un profil d'ingénieur, qui sont assez rationnels. On leur pose une question, ils répondent précisément. Ils vont se poser beaucoup de questions sur comment répondre, etc. Alors qu'en fait, idéalement, on prépare avant son discours et ce qu'on veut dire absolument. Et puis, à ce moment-là, on y va et même si on chope le moment où on dit ok, c'est le moment où je vais le placer, idéalement au début, et là où on peut dérouler son truc et on est sûr que son message est passé, parce que sinon le journaliste il va peut-être nous envoyer sur un sujet complètement annexe de comment sont vendus les poissons, etc. Et en fait à aucun moment on va citer Poiscaille et ça c'est hyper frustrant. Il y a encore plein de sujets que j'aurais aimé aborder avec toi, mais je me dis, tu sais, j'ai pensé à plusieurs reprises pendant notre échange à La Fourche, où il y a certainement une approche un peu similaire dans les valeurs. Je me dis que ce serait intéressant de se faire une petite table ronde sur le panier, sur... clairement, le fait de dire nos engagements sont en fait un gros levier marketing. Moi, je crois que pourquoi on a tant de presse, c'est que, en fait, quand les gens commencent à chercher, ils voient...
plein de trucs, un peu les engagements responsables, c'est un peu flou. Nous, chez Poiscaille, on dit frais, durables, éthiques, derrière des critères hyper précis, des engagements très forts. On est complètement à contre-courant de ce que fait le marché. Et je pense que ça alpague. Pour l'évoquer rapidement, le fameux plan de sauvetage, là où on était quasiment à faire faillite il y a 1 an. On dit à nos abonnés qu'on est en difficulté, qu'on a besoin d'aide, etc. Et on a senti une mobilisation hyper forte. Ça veut dire qu'on avait à la fois nos abonnés et un groupe de gens autour qui sont attachés à notre marque et qui sont mobilisés comme des oufs. C'est eux qui ont écrit à France Inter pour que j'aille faire un reportage à midi qui nous a fait exploser. Enfin, ça fidélise quand même, je pense, assez fort. Et nous, on a beaucoup de clients qui disent on le fait parce que c'est bon et on est hyper content, mais on le fait parce qu'on sait qu'à l'autre bout, on compte sur vous et on sait que vous le faites bien, vous soutenez des pêcheurs. Grâce à nous et nos achats, ils vivent mieux. Et ça engage, je pense, très fort. Et ce travail paye. Sur cette opération, vous êtes passé de 19 000 à 27 000 abonnés. En 3 mois. Payant au service, ouais. Tu fais bien en 3 mois. Et surtout, grosse croissance. Comme j'ai dit en intro, 1,5 million de MRR actuellement environ. MRR, Monthly Recurring Revenue, donc le revenu récurrent mensuel. 13 millions de CA l'année dernière, 16 à 17 cette année. Et surtout, l'équilibre économique et la pérennité. Voilà. Exactement. Charles Guiriec, j'ai bien prononcé toujours. Ouais. Oui. Merci infiniment. Vous retrouverez Charles sur LinkedIn. Je vais vous l'épeler. Tu vas le faire toi, pardon. GUI2RIEC. Voilà, sur LinkedIn pour poursuivre la conversation. Et évidemment, allez vous abonner sur Poiscaille. POISCAI2LE, poiscaille.fr. Merci Charles. Merci Laurent, à bientôt j'espère. Merci à vous toutes et tous. N'oubliez pas de vous abonner sur Spotify, sur Apple Podcast, sur YouTube, bref, là où vous nous écoutez ou là où vous nous regardez, pardon, j'ai fourché. Et abonnez-vous à la newsletter lepanier.io pour recevoir des news toutes les semaines, tous les 15 jours. Et voilà, je vous dis à bientôt. Merci. Restez bien au frais.